You name it, I've done it. Concreting, plumbing. Is that you two? I've done it all. There's always someone on your back, isn't there? Come on, we've got time to make up, let's go. I'd rather work on my own now and be my own boss. Let's just get a few things straight at the start, though, shall we? Hi, Rosie. Wake up. Dad will go mental if you miss school again. No, if you don't move, then you're going to get a ticket. Oh, Rosie. You feel laugh. You don't work for us, you work with us. 0 hour contract to get paid for the visits. They track every parcel, don't they? Even if you put one in the garden shed, they know where it lands. I know. There's a dog down there with massive teeth. I think it stuck a chunk out of my ass. This decides who lives and who dies. You said it's for Mr. Campbell. Robert, not. They don't get paid till they get delivered. Have you been on the train tracks and the roofs? Otherwise, you're just going to end up like... Well, I don't know. I never thought it'd be this difficult. This is another £100 fine and a sanction. It's my night with my family. It's a no, I'm not doing it. And I'm telling you now, nobody messes with my family. Thanks for the great day. Master of your own destiny, Ricky. You up for that? Yeah. Vindaloo. Gotta be hard to take this stuff, do you know what I mean? So, All right, then. luckily now. Bon, on va se remettre tout doucement de nos émotions. Alors, que penser de ce héros qui a décidé de s'auto-exploiter sous la coupe d'un exploiteur qui ne pense qu'à ses statistiques? Oui, bonsoir. Moi, je trouvais intéressant d'abord de dire quelques mots d'où on parle, comme on disait à une époque. C'est-à-dire, donc, moi, j'ai fait avec mon ami Jacques Bouteiller, qui est dans la salle, pas mal d'enquêtes sur la Poste, y compris sur la livraison de colis. Et il y a peu de temps, il y a 2 ou 3 ans, le groupe La Poste a racheté une start-up qui fait un peu ce qu'on voit dans le film. Elle s'appelle Stuart et elle fait des livraisons dans les grandes villes, en France et à l'étranger, en utilisant des auto-entrepreneurs. Donc voilà, le groupe La Poste, ancien grand service public, aujourd'hui utilise des auto-entrepreneurs indirectement par une filiale. Voilà, donc on a beaucoup réfléchi, plus généralement dans le laboratoire, aux conséquences de la précarisation du monde du travail. Et je crois qu'on a une forme anglaise un peu à l'avant-garde, si je puis dire, de la régression sociale dans ce film. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans notre pays qui ressemblent à ça. Moi, je n'ai pas envie d'être long. J'aimerais entendre vos questions, surtout vos réactions. Simplement un mot, moi j'ai eu peur que le film bascule, puisqu'on assiste à une longue descente aux enfers, bascule trop dans le misérabilisme. Et puis à la fin du film, je me suis dit, il s'arrête au seuil. D'abord parce qu'on ne sait pas s'il va se suicider ou pas finalement, cet homme. Et puis parce que finalement la famille qui menace d'exploser en permanence, elle résiste. Elle résiste, voilà. Petite note d'espoir, petite note de résistance. Malgré tout, cette famille, pour l'instant, elle tient le choc. Bon, moi, comme Paul, on travaille sur des sujets tout à fait proches de ce que l'on a vu dans le film. Moi, ma première réaction, et c'est pas seulement à propos de l'homme qui choisit, entre guillemets, l'auto-exploitation, c'est aussi à propos de la femme qui a des conditions de travail et de statut qui, par certains aspects, n'ont rien à envier aux conditions de son mari. Bon, quand on les voit ensemble, moi je dis, et avec en arrière-fond la situation en Grande-Bretagne, mais moi très vite je dis, si loin, mais si près d'ici, parce qu'effectivement,
en décortiquant un peu ce qu'il y a dans le film, ça fait plein d'échos avec les auto-entrepreneurs ou les micro-entrepreneurs, comme on dit. La femme est sous contrat 0 heure, dit-elle. Le contrat 0 heure, c'est un petit délice anglais. Vous avez un contrat de travail, mais il n'y a pas d'horaire qui va avec ce contrat de travail. On peut vous appeler, ne pas vous appeler, vous faire travailler toute une journée, ne pas vous faire travailler la journée suivante. On n'a pas de contrat 0 heure en France et notre ministre du Travail, elle dirait « Mais non, voyons, le droit du travail, la politique du gouvernement vous protège contre cela. » On a ce que, dans notre jargon d'économistes et de sociologues, ce que l'on appelle des équivalents fonctionnels. Ça ne s'appelle pas 0 heure, mais ça sert à la même chose. Bien, la parole est à vous maintenant. Donc, vous levez la main et Charlotte, qui a le micro, se précipitera vers vous. Donc, qui veut intervenir? Bonsoir. Donc, si je comprends bien, vous êtes sociologue et économiste, et je me demandais, du coup, d'un point de vue plutôt sociologique, tout le discours que le patron tient lors de l'embauche, c'est-à-dire de lui dire tu seras ton propre patron, de déformer en fait tous les mots et de montrer la contrepartie soi-disant auto-entrepreneur. Et on peut penser que ça marche, puisqu'on peut penser que ça fait écho aussi à une frustration et de dire voilà, maintenant je vais vraiment être à mon compte, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce discours, est-ce que vous savez un petit peu depuis quand il a émergé et en fait, c'est pas juste pour dater, parce que c'est pas très intéressant, mais plutôt comment ça s'est développé et comment ça arrive un petit peu à agir au niveau, même au niveau de la psychologie sociale en général, comment ça arrive à trouver son chemin, ce discours. Si on sait l'histoire des 2 derniers siècles, l'histoire du capitalisme, je pense que c'est un discours qui a toujours été présent, la valorisation de l'entrepreneuriat, de la réussite individuelle. On est dans un pays où il y avait que dans l'après-seconde guerre mondiale, 35 à 40% d'agriculteurs, beaucoup de travailleurs indépendants, donc, et ça c'est très très présent dans les idéaux professionnels, cet idéal d'autonomie, être son propre patron, ne pas être subordonné, ne pas être exploité. Voilà. Bon, on pourrait parler d'auto-exploitation. Cela dit, si ça a toujours existé, ça a été relancé très fortement dans les années 80. Avec ce qu'on appelle le néolibéralisme. Il suffit de voir comment le Pôle emploi a encouragé les aides à la création d'entreprises, par exemple. Et alors, la dernière grande nouveauté juridique, c'est effectivement la création du statut d'auto-entrepreneur qui doit avoir une dizaine d'années maintenant. Alors, ça marche et ça ne marche pas. Alors, ça marche au sens où, pour des travailleurs peu qualifiés, et y compris parfois discriminés et racisés sur le marché du travail, comme les travailleurs d'Uber par exemple, c'est une porte d'entrée dans une activité. Et d'ailleurs, le discours libéral, on a entendu, c'est quand même mieux d'avoir ce boulot que de faire les murs des cités ou de dealer. Donc avec ce chômage de masse, ça peut passer. Et dans un premier temps, ce discours qui paraît, avec le recul, complètement surréaliste, dans le film, on le voit bien, puisqu'en fait, c'est tout le contraire. Il y a un discours de valorisation de l'autonomie, de l'indépendance, etc., pour embaucher entre guillemets. Ce ne sont pas des vraies embauches. Et en fait, on s'aperçoit comment très rapidement, tout de suite, ce travailleur et les autres sont complètement piégés. Et je pense qu'ils n'ont plus beaucoup d'illusions au bout de quelques mois. Voilà, donc on pourrait réfléchir au parallèle qu'on pourrait faire avec les secteurs qui ont le plus fonctionné sur l'auto-entrepreneur. Alors, les auto-entrepreneurs en France, il faut savoir que la plupart ne dégagent pas un chiffre d'affaires suffisant pour vivre. La plupart sont soit des retraités, soit ont une activité à côté, soit ont leur conjoint salarié qui leur permet de tenir, etc. En fait, le seul secteur, en fait, c'est Uber, c'est les chauffeurs VTC qui font effectivement 70, 80, 90 heures et qui arrivent à sortir un SMIC, en gros, un SMIC horaire ou moins. Mais j'ai regardé un petit peu concernant, par exemple, la livraison à vélo, Deliveroo et autres. C'est beaucoup une population d'étudiants et qui n'a absolument pas comme projet de faire carrière dans ce métier. Oui, sur l'aspect datation, moi je partage
ce que vient de dire Paul, c'est-à-dire grosso modo le tournant néolibéral du début des années 80, joue un rôle tout à fait important. Ceci étant, ça ne s'appelait pas des auto-entrepreneurs, mais à la fin des années 70, dans des entreprises de transport en France, ces entreprises essayaient de dégraisser leur main-d'œuvre, et elles le faisaient comment? Elles poussaient dehors leurs chauffeurs, elles disaient à leurs chauffeurs de racheter l'un des camions de l'entreprise, et elles le mettaient sous un contrat de droit privé. On était vraiment là dans la logique de l'auto-entrepreneuriat, même si ça ne s'appelait pas comme ça. Deuxième petite réaction, sois libre, prends-toi en charge. Si tu te prends en charge, tu réussiras et tu seras libre, etc., etc. Sois un guerrier, oui. Ce discours-là, vous l'entendez aussi dans la grande entreprise et à destination des salariés ou des cadres, notamment des cadres à qui on dit libérez-vous, prenez votre destin en main et prenez votre destin avec nous. Donc, c'est un discours ambiant qui se cristallise particulièrement, me semble-t-il, dans le cas de ces auto-entrepreneurs. Dans la traduction anglo-saxonne du terme auto-entrepreneur, je lisais dans le temps, j'ai de mauvaises lectures, Le Monde diplomatique par exemple, et on parlait d'une one-man company. J'ai vu fleurir ce vocable-là dans des articles il y a quelques années. Je n'entends plus aujourd'hui, mais la one-man company, ça veut dire ce que ça veut dire auto-entrepreneur, si je comprends bien. Moi, j'en étais resté au self-employment. C'est une catégorie statistique des statistiques britanniques. Et quand on compare avec d'autres pays qui ont d'autres traditions en termes de droit du travail et de la protection sociale, ça a toujours été très élevé au Royaume-Uni. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais je me rappelle, c'était nettement plus que chez nous, quoi. Alors, est-ce qu'on est en train de les rattraper? Bon, il faudrait voir. Je crois pas. Je crois qu'on est encore très loin, parce qu'en fait, je parlais d'Uber ou des livreurs à vélo. J'ai regardé les chiffres. Vous avez un peu moins de 30 000 chauffeurs VTC Uber en France. Vous avez peut-être 10 à 15 000 livreurs à vélo au jour d'aujourd'hui. Bon, il y a 23 millions de salariés en France. Donc, ça monte, mais ça reste petit. Merci beaucoup pour vos commentaires. J'avais une question, parce que ce film de Ken Loach est très intéressant, même si par moments, il joue un peu sur la fibre de l'émotion, peut-être un petit peu trop par rapport au sujet lui-même. Mais je voulais revenir sur deux acteurs qui sont suggérés dans le film et qui pour moi sont sans doute les plus importants, même s'ils ne sont pas des acteurs centraux dans le scénario du film en question, mais ils sont évoqués d'une part par le faux patron, parce que ce patron aussi a des contraintes, quand il parle des actionnaires qui devraient lui ériger une statue, d'un côté de la chaîne de production, avec la financiarisation du capitalisme, etc., on sait bien ce que ça signifie, mais de l'autre côté, on a aussi un client. D'ailleurs, à domicile, la personne qui s'occupe de ces personnes malades appelle aussi, mais avec difficulté, ses patients des clients. Mais il y a un client qui est tellement exigeant qu'il ne supporte pas d'avoir attendu 3 jours son téléphone. Et je pense que sans la pression, sans doute artificielle, de ce consommateur d'un côté et de l'actionnaire de l'autre, on n'aurait pas un système avec un S majuscule aussi violent. Je ne sais pas ce que nos sociologues et économistes présents pensent de cette rapide et caricaturale analyse. C'est pas une question si simple, je trouve. En tous les cas, ça marche comme ça. C'est-à-dire que c'est au nom du client, au nom du rapport qualité-prix exigé par le client, que on justifie, on légitime des conditions de travail et d'emploi qui sont épouvantables. Ça, c'est clair. Alors, quel est le rôle effectif dans tous les mécanismes socio-économiques que joue cette mobilisation des clients? Voilà, on pourra en discuter, quoi. Pour revenir sur
un peu plus sur le film aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce parallèle. D'un point de vue sociologique, c'est très vrai. Hein, enfin, c'est très probable. Un couple où l'homme est chauffeur-livreur et la femme aide à domicile, dans les classes populaires, on doit en avoir des milliers en France. Hein. C'est très, très, très crédible comme portrait social. Et j'ai beaucoup aimé les effets de miroir dans cette famille. Effet de miroir entre l'activité de care, comme on dit aujourd'hui maintenant, de cette aide à domicile qui effectivement est la première victime de la décision, entre guillemets, de la décision du ménage au travers force conflit, de vendre la voiture qui permet quand même, qui est l'outil de travail de la femme. C'est la première qui va souffrir de prendre les bus, etc. Qui va... Et bon, il y a tout ce qu'elle trouve aussi quand même comme ressources. Voilà, c'est le travail d'aide à domicile qui est avec toute son ambivalence, à la fois des belles relations avec des patientes et puis en même temps des choses insupportables. Ça, c'est complètement aussi documenté. Le fait que ces aides à domicile peuvent se retrouver à prendre en charge des patientes ou des patients qui sont absolument ingérables, qui ne devraient pas être là où qui devrait être en institution, quoi, parce que voilà, là il y a une anecdote qui est à ce propos qui est tout à fait significative. Mais en même temps, il y a des anecdotes où on voit la tendresse. Et ça, je pense que ça fait ressource à cette femme qui a une force extraordinaire, moi je trouve. C'est un très très beau portrait, c'est très bien joué. Les enfants sont aussi extraordinaires dans ce film. Je trouve qu'ils sont très très justes. Donc cette femme, moi, m'a beaucoup touché parce que il y a beaucoup de la solidité de la famille qui finalement ne craque pas complètement en tous les cas, qui repose sur ses épaules, sur sa manière de gérer les relations intrafamiliales, qui est très très fine, je trouve. Et puis il y a quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est le rôle de miroir du fils, qui en permanence renvoie. Alors là, on va peut-être passer un peu plus dans la sociologie de la famille, mais tout se tient. Renvoie ce père et ses parents à leur faillite. À leur difficulté, quoi. C'est absolument insupportable pour ce fils, bon, certes, qui fait des conneries, mais enfin, il leur envoie avant tout leur échec. Et comment grandir, devenir adulte, comment avoir le désir de devenir adulte dans un tel contexte catastrophique, quoi, d'humiliation. C'est l'humiliation des parents, l'humiliation du père notamment. Il est vraiment humilié en permanence. Et il tient bon jusqu'au bout, quoi. Il arrive à contenir cette violence jusqu'au bout, pratiquement. Et entre autres parce que, vous avez compris, c'est dit explicitement, parce que la femme, elle, a souffert de violence dans sa propre famille. Donc il n'a pas le droit à la violence. Si tu le permets, Paul. Non, moi, je partage tout ce que tu viens de dire. Il y a effectivement, quand on regarde l'un et l'autre, une première chose qui est frappante, c'est qu'en fait, il n'y a pas de patron. Du côté de l'homme, il y a un agent de maîtrise qui fait office de patron, mais on entend bien derrière qu'il y a plusieurs dépôts du même genre, qu'ils sont les uns et les autres en concurrence, et qui les met en concurrence, c'est quelqu'un d'au-dessus, quelqu'un dont on se demande s'il n'est pas dans la fameuse boîte en question, là, la boîte à scan en quelque sorte. Mais quand vous regardez du côté de la femme, eh ben, le seul patron, c'est le téléphone. Elle rend compte par téléphone ou elle essaye de négocier par téléphone avec un employeur dont on ne sait pas qui c'est, mais qui très probablement est un employeur du secteur de l'aide sociale tel qu'il existe en Grande-Bretagne. Donc moi, ça m'a assez frappé et ça pose quand même la question de la chaîne de responsabilité, en quelque sorte, qui se traduit par ces deux situations de travail très dégradées. Deuxième petite remarque, un peu sur le même mode, si je peux dire, il n'y a pas de patron, mais il y a du contrôle. Et du contrôle qui est omniprésent. Alors, c'est chez l'homme à nouveau qu'on le voit le plus, le contrôle. Tous ses actes sont minutés, il n'a pas le droit de pisser, il y a le bip qui bip en permanence.
on a là l'archétype, je dirais, des nouvelles formes de contrôle du temps que l'on a connu sous le taylorisme avec le rythme imposé par la chaîne, et qui là passe par un dispositif de contrôle électronique. La femme. Alors la femme, elle n'est pas à la pointe de la technique. Elle n'est pas à la pointe de la technique. Si vous regardez bien, elle remplit chez chacune des personnes où elle passe un espèce de cahier où elle note en gros ce qui vient d'être fait et probablement combien de temps il y a passé. Je dis elle n'est pas à la pointe de la technique parce qu'en France, dans certaines entreprises de l'aide à domicile du type de celle où travaille la femme, il y a chez la personne que l'on aide un scan, un code scan, et la personne qui va venir aider va biper avec son téléphone portable sur le code scan au moment où elle démarre ses actes et rebiper au moment où elle finira ses actes. Et là, on a un contrôle du temps, en quelque sorte, extrêmement fin aussi, qui passe aussi par des technologies dites nouvelles. Oui. Oui. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le... Vous êtes où? Je suis là. Voilà, d'accord, merci. Je voudrais rebondir sur l'intervenant précédent et rapprocher ce film d'un autre film qui parle du monde du travail et qui est récent et qui s'appelle Ceux qui travaillent et qui montre comment, dans des entreprises, donc les cadres, enfin certains cadres à qui on donne des libertés, finalement, en arrivent à faire des choses dont ils prennent la responsabilité, mais qui dépassent manifestement ce qu'ils pourraient normalement admettre, c'est-à-dire ils se forcent eux-mêmes à faire des choses qui vont contre leurs propres idées éventuellement. Et je voudrais aussi rajouter 2 anecdotes, c'est-à-dire le fait que la personne qui interprète le rôle de malhonnête, c'est-à-dire le faux patron, en fait, dans la vie, il est dans la police. Et il a dit que le dernier travail qu'il voudrait faire dans la vie, c'est justement celui qu'on lui fait faire dans le film. Et la deuxième anecdote, c'est que j'ai vu récemment le dernier film de Guédiguian, dont on a vu la bande-annonce, et on retrouve pratiquement la même histoire. C'est pas étonnant, hein, pour moi, Guédiguian, c'est le Ken Loach français, ou Ken Loach, c'est le Guédiguian anglais. Mais on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire l'impact de l'économie, de la façon dont l'économie joue sur les gens, sur l'impact qu'elle a sur la vie de famille. Dernier point, vous venez de parler là, des aides à domicile. J'ai lu sur une interview de Ken Loach qu'en Angleterre, auparavant, les aides à domicile, c'était quelque chose de municipal et que les municipalités ont privatisé, si j'ose dire, cette aide à domicile auprès d'entreprises privées. C'est pas une question, je réagis juste pour dire que oui, il y a en Angleterre, dans l'ensemble du champ du social, hein, pris au sens large du terme, aide à domicile, aide aux prise en charge des chômeurs, etc., il y a un poids du secteur privé qui est plus important qu'il ne l'est en France. Reste que le financement de ce secteur privé, c'est encore la municipalité qui le donne et qui le contrôle. Donc on est dans des systèmes qui sont très hybrides et où il est difficile de dire c'est du privé pur en quelque sorte. Oui, j'avais envie de poser la question, et la loi dans tout ça, puisqu'elle est là en principe pour protéger évidemment le faible contre le fort, on est d'accord. Et il y a eu d'ailleurs une action contre Uber en France qui a prospéré pour faire reconnaître justement que en fait, le véritable statut pourrait être celui de salarié. D'ailleurs, lorsque vous décrivez ce qui se passe, enfin tel que le film le décrit plutôt, on voit bien que les éléments du lien de subordination sont bien réunis. Alors, que font les juges dans ce domaine? Est-ce que, alors évidemment, il y a la pression
du salarié qui a peur, de l'auto-entrepreneur qui a peur de perdre son boulot, mais c'est pareil pour le salarié dans une entreprise qui est mal menée. Et est-ce que, parce que quand on voit ça, on se dit, on a un constat, mais où serait un embryon de solution, tout au moins, pour limiter au moins cette exploitation? Merci pour cette question, c'est bien qu'elle vienne. Hein. Et effectivement, et pas seulement en France, aux États-Unis, je ne sais plus à quel endroit ou dans quel État, il y a une décision juridique très importante qui oblige Uber à requalifier en contrat de travail salarié le contrat commercial. Donc c'est assez chaud un peu partout sur la planète, hein, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'arguments pour dire non, ce n'est pas du tout une situation d'indépendance, mais de contrôle de type salarié. Cela dit, en France, vient d'être votée une loi. Je ne me souviens plus exactement quel est le titre de la loi, mais justement qui va sécuriser largement les plateformes pour leur éviter de subir la requalification des contrats en contrat de travail. Il y a quelques petites concessions qui ont été faites sur le statut de ces auto-entrepreneurs, et en particulier une incitation faite aux plateformes de signer des chartes sociales, quelques petites améliorations, éventuellement conditionnelles, qui vont rendre plus difficile le travail des juges pour requalifier. Voilà, je lisais dans Mediapart là, un papier récent qui disait, il y a une juriste qui disait ça ne va pas être impossible, mais ça va être encore plus difficile de faire requalifier en contrat de travail salarié. Alors un autre débat, c'est de savoir si c'est l'aspiration de masse de ces auto-entrepreneurs d'aller vers le contrat de travail salarié. C'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Je signale qu'il y a des coopératives. Il y a une coopérative notamment appuyée par la ville de Paris, si j'ai bien compris, qui s'appelle Coop Cycle. Donc c'est une coopérative d'auto-entrepreneurs qui est une sorte de modèle autogestionnaire d'une plateforme numérique. Donc il y a des alternatives qui se cherchent aussi, qui ne sont pas forcément l'alternative salarié classique. Ça, je trouve ça aussi intéressant. Non, mais Paul vient de dire beaucoup de choses. Il faut quand même se dire que le juge est en règle générale actuellement très démuni sur ces questions. Qu'effectivement, il y a des conflits de requalification de ces contrats d'auto-entrepreneurs. On ne les voit pas bien déboucher. Et le problème, c'est comment juridiquement on peut saisir ou se saisir de cette question sur des bases qui, comme Paul vient de le dire, sont fragiles. Sur un tout autre plan, et ça concerne plutôt le côté de la femme, je disais tout à l'heure, les contrats 0 heure, on n'a pas ça en France. Je suis en train de travailler, il y a d'autres gens dans la salle qui travaillent là-dessus, sur ce qu'on appelle les contrats courts. C'est quoi les contrats courts? C'est les CDD de moins d'un mois. Les CDD de moins d'un mois aujourd'hui, ça représente pas loin de 80% du total des contrats de travail sous statut salarié qui se signent dans une année. Les CDD de moins d'un mois, qui il y a quelques années duraient en moyenne plutôt un mois, se rapprochent aujourd'hui de la semaine. On signe des contrats pour une demi-journée, une journée, une semaine, 15 jours, etc. Et il y a des gens qui sont sur ces situations de contrats successifs, hachés, complètement récurrentes. C'est du contrat 0 heure à la française. Dans quel secteur on trouve ça? Notamment dans le sanitaire et social, dans le secteur de l'aide aux personnes âgées, etc. On trouve ça dans le commerce, on trouve ça évidemment massivement dans le tourisme, l'hôtellerie-restauration. Alors derrière, on dit oui, mais c'est saisonnier, c'est pour ça, etc. Le client, et ainsi de suite. Ben, oui, mais n'empêche que ça a considérablement augmenté. Et sur le plan juridique, ben, ce sont des CDD. C'est tout à fait juridiquement calé. Et malheureusement, l'inspection du travail, par exemple, moi j'en ai rencontré tout un ensemble, ils sont complètement démunis sur cette question. Ils sont démunis, d'autant plus que, ben, évidemment, les personnes à statut fragile, c'est vrai de l'homme et c'est vrai de la femme dans le film,
les personnes à statut fragile ont du mal à se tourner vers le droit. Et en Angleterre, il faut savoir qu'il y a, je crois, 2 ans à peu près, les frais de recours au prud'homme ont été multipliés par quelque chose comme 5, je crois. Il faut 500 livres pour pouvoir aller au prud'homme. D'après les informations que j'ai, ça vient juste d'être cassé par la Haute Cour de justice anglaise qui dit bah non, il faut revenir en arrière. Mais ça montre la difficulté du rapport au droit aussi. Sur le droit, quand même, il y a une formule qui a été dite là. Le droit est fait pour protéger les faibles. Mais c'était dans le passé, ça. Hein. Le droit du travail aujourd'hui, Alain Suppiot, le grand juriste du travail, l'a bien montré, évolue vers un droit de facilitation des affaires et du commerce. Voilà. Donc, il reste encore quelques éléments du passé dans le droit du travail, mais enfin, il y a ce glissement qui est bien incarné par les politiques dominantes depuis quelques années dans notre pays. Donc, c'est de plus en plus difficile pour les professionnels du droit de protéger les faibles. Oui, bon, d'une part, c'était pour signaler quelque chose qui malheureusement va dans le sens de la désinformation des citoyens, puisque dans les sciences économiques et sociales qui sont enseignées au lycée, jusqu'à il y a 10 ans, on enseignait l'organisation du travail avec les effets pervers qu'elle pouvait avoir dans le passé et dans le présent. Et ça a déjà été supprimé il y a une dizaine d'années. Et la nouvelle réforme nous impose de traiter de la question de l'entrepreneur dans l'entreprise, alors même qu'on ne va plus parler des rapports de force dans l'entreprise, très peu des syndicats, on n'est pas du tout obligé d'en traiter. Et donc, c'est absolument catastrophique dans le sens de formation citoyenne que sont censés avoir les élèves qui suivent cet enseignement. Donc, nous tirons la sonnette d'alarme, mais c'est vrai que je pense que les citoyens doivent aussi s'intéresser à ce qui se passe dans l'école, parce que malgré tout, c'est ce qui va donner des armes ensuite pour avoir un petit peu conscience de ce qui nous attend dans le monde des adultes et ne pas tout accepter. Sachant que par ailleurs, les élèves connaissent aussi de plus en plus de pression, de plus en plus d'objectifs, de plus en plus d'évaluations. Donc déjà, le système scolaire les prépare à accepter ce contrôle que l'on a pu voir à l'intérieur du film et cette menace permanente de ne pas être de ne pas être celui que l'on garde, mais d'être celui qu'on éjecte, qui passe pas entre les mailles du filet, voilà, et qui est exclu. Donc il y a cet élément-là. Et sinon, je m'interrogeais aussi, et je vous interroge sur comment faire évoluer les choses, sachant que bien que 85 ou près de 90% des contrats créés chaque année soient des CDD, globalement, il y a encore à peu près 85% de CDI, même si CDI peut parfois correspondre à des statuts précaires, puisque si on est à temps partiel, bien évidemment, on gagne peut-être pas assez à la fin du mois pour dire des choses à son employeur quand on n'est pas content. Mais malgré tout, 90% de salariés en France, 85% en CDI. Comment faire davantage de cohésion et que quand il y a des grands mouvements contre les lois qui dégradent les droits, eh bien, les Français se mobilisent davantage et soient plus conscients des enjeux et de ce qu'il y a à perdre, même si on peut aussi espérer que de nouvelles formes d'organisation et de coopération soient porteuses de statuts plus émancipés encore. Mais pour l'instant, pourquoi ne se bat-on pas davantage pour préserver les acquis liés au statut de salariat? Voilà. Si j'ai bien compris, la question, c'est que faire, quoi. C'est ça. Donc, c'est pas moi qui ai de réponse. Non, peut-être un petit mot sur ce volet des résistances collectives qu'on voit pas, en fait, je crois. Il y a quelques petits gestes d'entraide, y compris, donc, j'ai parlé tout à l'heure du côté aide à domicile. Il y a encore un peu de solidarité et d'humanité. Côté client du chauffeur-livreur, c'est pas la joie quand même, c'est très agressif, c'est très tendu dans l'ensemble.
Et entre eux, bon, il y a des petits gestes de solidarité, mais c'est quand même plutôt la jungle. Hein. C'est plutôt l'homme qui est un loup pour l'homme. Donc de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup d'espoir dans la situation décrite par le film. Alors si on revient un petit peu chez nous, il y a des choses plus intéressantes. Il y a des choses intéressantes quand même hein, qui se sont passées, puisque très vite il y a eu des luttes, hein, notamment chez Uber, mais même chez les livreurs à vélo. Hein, alors un mot, les conditions sont très défavorables, les gens sont divisés, les gens sont précaires, les gens ont besoin de travailler. Enfin, toutes les conditions objectives pour rendre impossible une action collective ou syndicale sont là. C'est encore plus vrai chez les livreurs à vélo, qui sont beaucoup des étudiants qui ne vont pas rester, qui ne voient pas l'intérêt. Mais quand même, malgré tout ça, il y a eu des choses qui se déclenchent quand on revoit à la baisse les conditions de rémunération, brutalement. Parce que, alors, j'insisterai là-dessus pour ne pas être trop long, c'est parce qu'il y a quand même des formes de solidarité un peu informelles, les réseaux sociaux, les groupes. Par exemple, les livreurs à vélo, il faut savoir qu'il y a une culture du biker, il y a une culture du cycliste hein, chez les plus engagés dans ce métier. Donc, ils se connaissent. Et quand on diminue leur rémunération brutalement, ils ne se laissent pas faire forcément, hein, même s'ils sont des étudiants. Voilà, donc il y a des mouvements de contestation, il y a des mouvements de contestation qui font appel à la solidarité des clients aussi, et puis il y a y compris des formes, on va dire, infra-syndicales ou quasi-syndicales qui commencent à se mettre en place. Avec retard en France par rapport à d'autres pays. Hein. Dans d'autres pays où les syndicats sont plus forts, comme en Allemagne par exemple, les syndicats sont plus présents auprès de ces auto-entrepreneurs. Donc les syndicats se posent la question de comment s'adapter à ce nouveau type de travailleurs pour en même temps, parce qu'ils sont très loin quand même. Hein. Je voyais aussi des choses sur les chauffeurs Uber. Uber, ils sont très très loin, ils ont une très mauvaise image des syndicats. Il y a ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'idéologie entrepreneuriale, mais il y a aussi le fait que dans leurs milieux socio-familiaux, il n'y a pas de tradition militante. Et puis, l'image dominante des syndicats, de toute façon, a été très, très affaiblie, hein, puisque quid des résultats, des luttes, etc., etc. Beaucoup de compromissions du côté de certains syndicats. Enfin bref, l'image des syndicats n'est pas bonne. Et donc, ils ont un sacré boulot, un sacré retard à rattraper. Mais ce n'est pas désespéré. Hein. Alors, là-bas, tout là-haut, il y a deux demandes. On va peut-être les prendre toutes les deux comme ça. Ouais, et puis après, c'est vous qui conclurez. Hein. Oui, ça va être très rapide. Cette situation que nous vivons, enfin que ces gens-là vivent malheureusement, deux chiffres. Le chiffre de la précarité des pauvres a augmenté depuis quelques semaines. On a dépassé les 9 millions en France. Je gère un centre Resto du Cœur. On a augmenté l'année dernière sur ce centre 15% de plus de personnes. On est en train d'inscrire et on est déjà en train de dépasser ce seuil. Donc il y a cette pauvreté, il y a les gens qui sont dans des situations comme ça et qui sont prêts à tout accepter. La voie est ouverte à toutes ces entreprises de profiter de cette situation-là. 9 millions de pauvres en France. Moi, je voulais quand même rappeler qu'on a quand même la ressource, enfin, on peut toujours se remonter le moral en disant que les pauvres sont plus nombreux que les riches. Et que normalement, la loi du nombre ferait que si les pauvres et les gens qui sont malheureux de cette pauvreté ou ceux qui ne sont pas du tout à l'aise, enfin bref, ceux qui se font siphonner leur compte avec les impôts, avec la CSG, avec etc. Donc ils ont quand même un moment où ils peuvent exprimer leur refus, c'est déjà d'aller voter. Parce que des taux d'abstention qu'on a depuis quelques années aux élections, et quant aux dernières, aux élections européennes, n'en parlons pas, il ne faut quand même pas perdre de vue que l'Union européenne, c'est une belle idée, au départ, fédération, machin, etc. Mais c'est quand même le lieu où tous les gros trusts, toutes les multinationales obtiennent leur blanc-seing. Donc, il faut aussi savoir voter, choisir aussi les gens qui sont censés nous représenter. Ensuite, on s'étonne aujourd'hui, enfin on s'étonne,
il y a quand même un certain nombre d'économistes, de penseurs, de philosophes qui ont annoncé le stade où on en est. C'est-à-dire qu'on a quand même, depuis 30 ans, une marche de plus en plus évidente pour appliquer les dogmes, enfin, les prescriptions, les principes du néolibéralisme qui s'exercent de plus en plus et de façon de plus en plus offensive. Et moi, je dis que les histoires d'ubérisation, moi, j'ai eu personnellement recours aussi à des personnes qui venaient scanner, comme vous disiez chez moi, etc. Quand j'ai découvert la manière dont ça se passait, on n'avait même pas la possibilité de leur offrir un café avant de partir ou même à l'arrivée, qui ne pouvaient pas se permettre de discuter et qui faisaient extrêmement bien leur boulot. Moi, j'en étais tout à fait gênée. J'ai lâché l'affaire. Hein. J'ai honte. On a honte quand on emploie des gens de cette manière-là. On a honte. On vous dit aussi, vous allez avoir une réduction d'impôts. Vous pouvez déduire des impôts. Mais c'est une honte. Parce que ça incite les personnes à recourir à ces services. Et puis d'un autre côté, vous en avez besoin une semaine, ils viennent. Vous en avez plus besoin, ils ne viennent plus. Voilà, il y a une gestion, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... Donc effectivement, la clientèle devrait aussi prendre conscience de la manière dont travaillent ces gens. Les familles des personnes âgées, il ne faut pas accepter ça. Il faut refuser. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Voilà. Donc on a une responsabilité collective. On a la responsabilité d'aller voter. On a la responsabilité de prendre conscience de tout ce climat, de toute cette, comment je pourrais dire, ce conditionnement qui travaille doucement. Il y a une professeure qui parlait de l'école. J'étais dans l'enseignement. Eh bien, j'en suis convaincue. Il y a effectivement, au niveau des programmes, beaucoup de choses à faire. Il existe encore une liberté pédagogique qui permet aux professeurs d'histoire géo, de sciences éco, de parler des syndicats. Ça m'étonnerait qu'on leur jette la pierre. Bien, merci beaucoup. Donc, Philippe, si tu veux répondre aux deux interventions, ajouter un petit commentaire et faire une conclusion. Ce sera plutôt, sûrement pas en genre de conclusion, mais quand même, les deux interventions là, qui viennent d'avoir lieu ont cause de pauvreté, ont cause de difficultés à boucler les fins de mois. C'était flagrant dans le film. C'était flagrant dans le film comment cette famille, avec 2 travailleurs, 2 salariés, cherche par tous les moyens, finalement, à assurer un standard de vie minimum. Hein. Je crois que cette question-là, elle est importante parce que très souvent, effectivement, ceux qui sont dans les situations de travail les plus dégradées sont en même temps souvent ceux qui sont le plus prisonniers d'un certain nombre de systèmes, alors de dettes, par exemple. L'homme, on lui dit, mais vous pourriez louer le camion de l'entreprise. C'est une forme de construction d'une dette vis-à-vis de l'entreprise. L'Organisation internationale du travail, qui se battait il y a plusieurs dizaines d'années, principalement sur la notion d'esclavage, a complètement élargi cette notion pour parler de travail forcé et en incluant dans le travail forcé le travail contraint par la dette, en quelque sorte. Et je trouve que ça donne à réfléchir sur, y compris du coup, les difficultés des luttes. Parce que s'organiser, c'est s'organiser par rapport à un employeur dont on a dit tout à l'heure qu'on ne savait pas trop où il était, mais c'est s'organiser aussi dans un univers où il faut arriver à survivre collectivement. Et je crois que c'est quelque chose de très important, mais qui renvoie aussi effectivement à la responsabilité du citoyen consommateur. Sur un certain nombre de sujets, on voit bien que les luttes prennent lorsque le citoyen consommateur est associé à la question. Oui, peut-être 2 mots. Moi, j'avais envie de parler un petit peu de l'hôpital, parce qu'il y a une petite scène aux urgences
en Angleterre et que nos urgences sont en grève depuis des semaines et qu'il y a un énorme mouvement qui se prépare à l'hôpital. Donc on a aussi la question des services publics en arrière-plan dans ce film, qui sont très dégradés et qui ne se laissent pas forcément faire. La deuxième chose, c'est que dans la dernière intervention, il pouvait y avoir une petite connotation moralisatrice en disant à ces citoyens qui ne vont pas voter, certes, je ne vais pas dire le contraire, mais en même temps, il faut comprendre la dimension politique du refus du vote aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une telle, dans une grande partie de la population, un tel ras-le-bol et un tel manque d'espoir et de crédibilité envers les dirigeants politiques qu'il faut en prendre la mesure. Alors c'est dramatique d'un certain point de vue parce que c'est directement indexé au niveau de dégradation de la situation sociale des gens. Quand vous regardez, c'est très très net, il y a des excellentes données là-dessus, quand vous regardez la propension à être inscrit sur les listes électorales et à voter, c'est d'autant plus faible que vous descendez dans la hiérarchie sociale. Donc les gens qui auraient le plus intérêt au changement sont les moins mobilisés pour... Donc ça pose des tas de questions. Il faut bien se demander pourquoi ça ne va pas se régler comme ça, par un coup de doigt et par un discours moralisateur, mais d'abord par reprise de confiance dans les capacités d'agir collectivement. Je crois que c'est ça le b.a.-ba, moi. Refuser l'humiliation, retrouver une fierté, y compris en conduisant des luttes qu'on perd. Dans une lutte qu'on perd, on retrouve une fierté très souvent. Le mouvement des Gilets jaunes nous a appris ça aussi. Sur les ronds-points, il y a beaucoup de solidarité, de dignité qui s'est reconstituée. Voilà. Donc moi, je voulais encore une fois ne pas terminer sur une note de désespoir, mais plutôt d'encouragement à l'action, quoi. Même si le film qu'on a vu n'y incite pas très directement.